Les Houthis pensaient être en sécurité. Enfouis profondément dans des bunkers protégés par des couches de béton et de terre, ils se trompaient. Le 25 mars 2025, les États-Unis ont déchaîné le B-2 Spirit, un bombardier furtif construit pour percer la planète, armé de GBU-57, destructeurs de bunkers. Son attaque ne visait pas seulement les rebelles yéménites, mais envoyait un avertissement brutal à Téhéran. Même les cachettes les plus profondes ne sont plus sûres. Ce n'était pas seulement une rétorsion, mais une onde de choc de précision dans un jeu à haut risque sur les ambitions nucléaires de l'Iran. Les négociations sont tendues, le message est clair, coopérez ou subissez les conséquences. Alors, comment le B-2 a-t-il transformé les bastions souterrains en tombes? Et quel message a-t-il vraiment transmis à l'Iran? Décortiquons cela, pour commencer un peu de contexte. Les Houthis sont un groupe politique et religieux armé qui défend la minorité musulmane chiite du Yémen, les Zaïdis. Ils déclarent ouvertement qu'ils font partie d'un axe de résistance dirigé par l'Iran contre Israël, les États-Unis et l'Occident plus large, liés à d'autres groupes armés, y compris le Hamas et le mouvement Hezbollah du Liban. Les États-Unis sont impliqués dans la lutte antiterroriste au Yémen depuis le début du conflit Israël-Hamas en octobre 2023, lorsque les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, ont commencé à tirer des drones et des missiles vers Israël en soutien au Hamas. Ensuite, ils se sont concentrés sur les navires commerciaux dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Les Houthis ont déclaré cibler des navires allant vers Israël dans le cadre d'un blocus, mais leur campagne a gravement perturbé le commerce mondial, bien au-delà de cet objectif. En avril 2025, ils avaient attaqué plus de 250 navires commerciaux et militaires en mer Rouge. Le trafic maritime dans le golfe d'Aden, au sud de la mer Rouge, s'est effondré avec une forte baisse du nombre de navires. 70% par rapport à 2023, selon les données de navigation de Clarkson Research. Depuis janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni mènent des frappes aériennes contre des cibles Houthis au Yémen. 2024, dans ce que l'ancien président Joe Biden a appelé une réponse directe à leurs attaques en mer Rouge. Cependant, en mars 2025, le nouveau président Donald Trump a décidé que les États-Unis n'en faisaient pas assez. Il a autorisé une nouvelle vague d'attaques aériennes intensifiées contre les cibles Houthis. Le commandement central de l'armée américaine, a refusé de donner des détails sur ses activités actuelles au Yémen. Néanmoins, le président Donald Trump a récemment annoncé un accord mettant fin aux frappes aériennes américaines sur les cibles Houthis, en échange de l'arrêt des attaques sur le transport commercial. Un mouvement potentiellement décisif dans la crise de la mer Rouge. Ceux qui suivent de près le conflit ont eu leur intérêt piqué le 24 mars 2025, lorsque 4 avions militaires américains ont commencé un voyage depuis les États-Unis au-dessus de l'océan Pacifique. Un membre du groupe a subi une urgence en vol et a été dérouté vers la base Pearl Harbor-ICAM à Honolulu. Les 3 restants, soutenus par 4 ravitailleurs KC-135 indicatif d'appel, BUZZ-31 à 34, prépositionnés de la base aérienne d'Anderson à Guam à la base Royal Australian Air Force Amberley dans le Queensland, ont continué leur voyage. Opérant sous MARSA, l'armée assume la responsabilité de la séparation des avions. Pitch 11 et 12 ont volé en formation sous un seul contrôle aérien, tandis que Pitch 14 a volé indépendamment. Plusieurs heures après, d'autres avions ont décollé des États-Unis vers Diego Garcia, empruntant le même trajet. Une installation hautement secrète située sur une île isolée dans l'océan Indien, dans l'archipel des Chagos, qui fait partie du territoire britannique de l'océan Indien. La souveraineté de l'île est contestée par Maurice. Et en 2024, le Royaume-Uni a signé un bail de 99 ans avec Maurice pour sécuriser l'installation militaire conjointe Royaume-Uni-États-Unis. Elle est située à environ 2935 miles au nord-ouest de l'Australie, 1116 miles au sud-ouest de l'Inde et 2197 miles à l'est de la Tanzanie. La construction des installations militaires sur l'île a débuté dans les années 70 et a joué un rôle clé lors de la première guerre du Golfe. En 1991, l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et l'invasion de l'Irak en 2003. Diego Garcia peut accueillir des bombardiers B-2 Spirit grâce à son port en eau profonde, sa longue piste d'atterrissage et ses installations de communication par satellite. Des images satellites ont révélé la présence de 6 bombardiers B-2 Spirit à la base, un fait plus tard confirmé par l'États-Unis Air Force. Les bombardiers furtifs T-2 Spirit sont des appareils pilotés à faible visibilité pouvant transporter des munitions conventionnelles et nucléaires. Ils représentent une avancée technologique spectaculaire pour les avions et une étape majeure dans la modernisation des bombardiers américains. Ils permettent à l'armée de l'air de livrer rapidement une puissance de feu massive n'importe où sur le globe. Leur technologie furtive combine des signatures réduites en infrarouge, acoustique, électromagnétique, visuel et radar.
Cela signifie qu'ils peuvent pénétrer les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués d'un adversaire sans être repérés, et menacer des cibles précieuses auparavant hors d'atteinte. Les B2 Esprit ont une portée non ravitaillée d'environ 6000 milles nautiques, et sont soutenus par des avions citernes comme le KC-135. Le B2, développé par Northrop Grumman Corporation, a une envergure de 172 pieds, et produit 17 300 livres de poussée par moteur. Mesurant 69 pieds de long, et transportant un équipage de 2 pilotes, il pèse 160 000 livres, et peut décoller avec un poids de 336 500 livres. En matière de munitions, chaque unité est estimée à environ 2 milliards. On estime qu'il y a actuellement 19 dans la force active, ce qui signifie que les 6 à Diego Garcia représentent environ un tiers de la flotte et un grand engagement de ressources. Les premiers rapports suggéraient que les bombardiers B2 Spirit transportaient des Air-to-Ground missiles, 158. Missile de croisière autonome à longue portée air-surface conjoint signifie missile de croisière autonome à longue portée air-surface conjoint. Le missile de croisière à longue portée de Lockheed Martin, développé pour l'États-Unis Air Force et conçu pour frapper avec précision des cibles de grande valeur, bien défendues, à distance significative grâce à la furtivité, au guidage et à une puissante charge militaire. Ces missiles ont été utilisés en combat pour la première fois en avril 2018 lors de frappes contre le centre de recherche et de développement de Bazar en Syrie en octobre 2019. Ils ont été utilisés dans des opérations ciblant le leader de l'État islamique en Irak et en Syrie, Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est suicidé après avoir été piégé dans une grotte. Le missile a une structure aérodynamique peu observable, conçue pour échapper à la défense aérienne, de la même manière que les avions B2. Il est équipé d'un système de guidage avancé, lui permettant de pénétrer des réseaux de défense aérienne denses. Il sera équipé d'un lien de données d'armes, permettant des corrections de trajectoire après le lancement, caractéristique vitale pour engager des cibles mobiles. Le missile mesure 4,26 mètres de long, avec un diamètre de 0,55 mètres et une hauteur de 0,45 mètres. Il a une envergure étendue de 2,7 mètres et pèse environ 1023 kg. Au lancement, le HM, un 5.8, est équipé d'une ogive de pénétration et de fragmentation WDU-4-2B de 432 kg, conçu pour détruire des cibles durcies, telles que des bunkers et des structures renforcées. Il est propulsé par un moteur à réaction avec une portée standard de 370 km. Son système de guidage utilise une navigation inertielle, Inertial Navigation System, et un positionnement Global Positioning System. Pour le guidage terminal, le missile utilise un chercheur infrarouge d'imagerie comparant l'image réelle de la cible avec des images de référence préenregistrées. Il peut stocker des modèles de ciblage en 3 dimensions de jusqu'à 8 cibles prévues et est capable d'atteindre une erreur circulaire probable de moins de 3 mètres. Ces missiles peuvent être tirés depuis plusieurs avions, y compris le B2 Spirit, mais aussi le B-1B Lancer, B-52H Stratofortress, F-15R, Strike Eagle et une variété de F-16, et potentiellement le F-35 Joint Strike Fighter. Le B-2 peut transporter jusqu'à 16 de ces missiles, tandis que le B-1B peut en emporter 24. Le rendant ainsi le principal avion utilisé pour leur lancement. Cependant, des rapports ultérieurs ont suggéré que les B2 transportaient en réalité 30 bombes Guided Bomb Unit, 57 de 1000 livres appelés Massive Ordnance Penetrator ou Massive Ordnance Penetrator. Si c'est vrai, ce serait une première utilisation au combat de ces munitions. Mesurant 6 mètres de long et pesant plus de 12 tonnes chacun, le B2 est le seul avion capable de transporter ces ogives, avec une charge utile maximale de 2. Il existe peu d'informations publiques sur les capacités du missile MOP, mais son appellation de Bunker Buster de précision donne une idée de ses spécifications. Il est spécifiquement conçu pour cibler des cibles profondément enfouies et fortifiées. Les missiles contiennent un grand fusible intelligent pénétrant qui peut détecter quand il ne pénètre plus de masse. Il a atteint un vide, révélant une installation souterraine. C'est essentiel car, pour des cibles souterraines profondes, l'efficacité dépend non seulement de toucher la bonne cible, mais aussi de faire exploser la tête au moment optimal après sa pénétration dans le sol. Même avec des informations limitées sur la disposition du bunker, le GBU-57MOP est conçu pour pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur. L'explosif combine 4510 livres de AFX 757 et 752 livres de P, B et XN, 114 les deux explosifs liés par polymère, étant optimisés pour des détonations contrôlées dans des espaces confinés. En 2015, le principal contractant pour le missile, Boeing, avait la capacité de livrer au moins 20 bombes à l'États-Unis Air Force chaque année. On suppose donc que les États-Unis ont un stock réduit. Il y a aussi des rapports qu'une nouvelle installation est en construction en Oklahoma, pour tripler ou quadrupler la production annuelle.
Selon des sources officielles de l'États-Unis Air Force, ils n'ont pas utilisé de bombes MOP contre les Houthis au Yémen. Même si les bombardiers furtifs B-2 ont été utilisés dans des opérations, les critiques ont suggéré que l'utilisation de munitions MOP contre les Houthis serait un gaspillage de ressources au Yémen, bien que les Houthis aient des cibles souterraines. En 2017, il a été signalé que les Houthis construisaient leurs nouvelles installations militaires à 15,24 mètres sous terre. Mais envoyer les B-2, capables de transporter des brise-bunkers, va au-delà de la lutte contre les Houthis. C'est aussi clairement destiné à envoyer un message à ceux qui soutiennent les Houthis, spécifiquement l'Iran. Le déploiement des B-2 dans la région pourrait être lié aux négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran, concernant le programme nucléaire iranien. Le président Trump aurait même déclaré en avril, je pense, que si les pourparlers avec l'Iran ne sont pas fructueux, l'Iran sera en grand danger. L'Iran est ce que l'on appelle un État au seuil nucléaire. Bien qu'ils ne possèdent probablement pas d'armes nucléaires actuellement, on pense qu'ils ont les technologies pour construire des ogives nucléaires. Ils auraient accumulé un stock d'uranium hautement enrichi suffisamment important pour alimenter plusieurs armes de destruction massive, avec un enrichissement supplémentaire minimal. L'Iran a toujours affirmé que son programme nucléaire est pacifique, et permis par son statut d'État non nucléaire, dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire. Selon ce traité, 9 pays dans le monde posséderaient des armes nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Israël, l'Inde et le Pakistan n'ont jamais signé le traité de non-prolifération, et la Corée du Nord l'a signé une fois mais s'est retirée en 2003. La Corée du Nord a mené des essais nucléaires, notamment en septembre 2017, testant un dispositif thermonucléaire. Avec un rendement estimé à environ 250 kilotonnes, la bombe larguée sur Hiroshima n'était que de 15 kilotonnes, et celle qui a détruit Nagasaki était de 25 kilotonnes. L'Iran a initié un programme secret d'enrichissement d'uranium à la fin des années 80, après avoir signé le traité en 1968. Il a importé du matériel et des matériaux clés de Chine et du Pakistan. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'Iran a mené des projets secrets pour développer et tester des armes nucléaires, appelés Plan Ahmad. Le plan, révélé en 2002, a initié des années de diplomatie et de pression pour freiner le programme nucléaire iranien, alors que l'Iran accumulait de grandes réserves d'uranium enrichi. La diplomatie et les sanctions ont culminé en 2015 lorsque l'Iran et 6 grandes puissances mondiales ont conclu le plan d'action global conjoint. L'accord visait à restreindre les activités nucléaires iraniennes et à accroître leur transparence sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cependant, en 2018, lors de son premier mandat, le président Trump a retiré les États-Unis de l'accord. Citant le manque de transparence de l'Iran sur son travail nucléaire et reprochant à l'accord de ne pas freiner le programme de missiles ou le financement de groupes militants comme les Houthis au Yémen, Washington a réimposé des sanctions et pris des mesures pour freiner les ventes de pétrole de l'Iran. Depuis, l'Iran a davantage réduit sa conformité, et en 2020, il a annoncé qu'il ne respecterait plus les limites de l'accord. Après l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh en novembre 2020, leurs activités nucléaires se sont accélérées. Biden s'est engagé à ramener les États-Unis dans le plan d'action global conjoint, lors de sa prise de fonction en janvier 2021. Les négociations ont échoué car l'Iran a exigé de plus grandes garanties que les États-Unis ne se retireraient pas de nouveau de l'accord, et que l'Agence internationale de l'énergie atomique mettrait fin à son enquête sur les particules d'uranium artificielles, trouvées sur plusieurs sites non déclarés en Iran. Les négociations ont été encore plus sapées par la répression violente de l'Iran contre les manifestants à l'automne de 2022, associée à la mort de Mahsa Amini, en garde à vue, et à son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Lorsque le président Trump a commencé son deuxième mandat en janvier 2025, lui et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou étaient alignés sur la confrontation avec l'Iran, soutien du Hamas dans la guerre en Israël. Les bombardements au Yémen en mars 2025 s'inscrivaient dans cette activité. Alors que Netanyahou voulait exploiter leur avantage militaire pour éliminer les installations nucléaires iraniennes en avril, 2025 Trump a choisi de se tourner vers les négociations pour tenter de conclure un accord empêchant l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. La démonstration de force au Yémen visait clairement à signaler à l'Iran d'accepter de nouvelles conditions. Les États-Unis sont plus que capables de détruire leurs installations nucléaires souterraines avec des missiles MOP livrés par B2S, une partie de l'infrastructure nucléaire de l'Iran, comme le réacteur de recherche de Téhéran et la centrale nucléaire de Boujaïr, a été identifiée et est sous surveillance par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais l'Iran a également construit une infrastructure clandestine, dont Natanz et l'Irak, découverte en 2002. Depuis,
il a continué à construire des installations nucléaires publiques et clandestines, souvent dans des sites souterrains profonds. L'Iran possède une usine d'enrichissement de combustible souterraine à Natanz, que l'on croit être conçue pour l'enrichissement à l'échelle commerciale. 8 mètres protégés par des murs de 2,5 mètres d'épaisseur eux-mêmes, entourés de béton. En 2004, le toit a été renforcé avec du béton armé et recouvert de 22 mètres de terre. Une nouvelle installation est aussi en construction dans le mont Kalangazla, au sud du complexe principal de Natanz. L'usine d'enrichissement de combustible de Ferdow, située dans une montagne près de Kham, était initialement une base de missiles. Considéré comme le site nucléaire iranien le mieux protégé, on pense qu'il est enterré entre 80 et 90 mètres sous terre. En 2023, il a été découvert que l'installation avait été modifiée pour enrichir l'uranium, probablement jusqu'à 80%, 3,7%, juste en dessous des 90% nécessaires pour les armes nucléaires. Selon les experts, l'Iran pourrait avoir un site nucléaire dans une montagne près de Chalas, ce que le gouvernement iranien dément. En 2003, les États-Unis ont aussi affirmé l'existence d'un site nucléaire souterrain à Lavazan-Shan. Alors que les enquêtes de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pas révélé de preuves concluantes sur la finalité du site. Selon des sources américaines, l'Iran aurait enlevé la couche arable et assaini une zone pour cacher une installation souterraine profonde. Cependant, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ont visité Lavazan-Shan en 2005 ont rapporté que l'explication de l'Iran pour l'élévation du site semblait cohérente et consistante, et ils n'ont pas pu vérifier les affirmations américaines. Des objectifs potentiellement visés par des missiles américains portés par des B-2, en l'absence de progrès dans les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Le 4e tour de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran s'est achevé le 11 mai 2025. D'autres négociations sont prévues, mais l'Iran insiste publiquement pour continuer l'enrichissement d'uranium. Malgré la confiance des deux parties dans le processus diplomatique, d'importantes lignes rouges subsistent, rendant difficile de voir comment les négociateurs les résoudront. Les États-Unis souhaitent stopper l'enrichissement et le démantèlement des sites iraniens de Natanz, Fordow et Ispahan. L'Iran refuse de compromettre ses droits nucléaires, incluant l'enrichissement d'uranium selon ses dires. Il a également refusé de négocier sur son programme de missiles balistiques. Permettre la poursuite de ces activités était l'une des principales critiques de Trump envers le plan d'action global conjoint, en 2018. L'Iran refuse de mettre fin à son programme d'enrichissement ou de céder son stock d'uranium enrichi lors des négociations. Mais ils sont prêts à négocier certaines restrictions sur leurs travaux nucléaires en échange de la levée des sanctions. Il veut aussi des garanties fermes des États-Unis qu'ils ne quitteront plus l'accord et ne réimposeront pas de sanctions. Les experts militaires suggèrent que si les négociations échouent, les États-Unis doivent prendre des mesures plus fortes pour freiner le programme nucléaire de l'Iran. Pour démanteler le programme nucléaire iranien par la force, plusieurs sites devraient être visés afin d'empêcher la reconstitution du programme de centrifugeuse sous une forme plus résistante. Assez vite, plusieurs frappes avec le missile GBU-57 de 3454 kg pourraient être nécessaires pour atteindre l'installation de Natanz. Cependant, bombarder des installations nucléaires est risqué, car cela pourrait libérer des isotopes radioactifs, comme le césium-137 causant des retombées nucléaires. Cela polluerait l'environnement et pourrait nuire à la santé des personnes exposées. L'ampleur et la sévérité des conséquences dépendraient du type et de la qualité des matériaux radioactifs dans l'installation et de la météo. Plus de 40 millions de personnes vivent dans la zone de retombées potentielles. Cependant, il y aurait d'autres retombées qui pourraient ternir la réputation internationale des États-Unis. Le programme nucléaire iranien est largement né de menaces perçues pour sa survie. Une attaque américaine à grande échelle ne ferait que confirmer ces croyances et accélérer leur recherche d'armes nucléaires. Un bombardement agressif des cibles nucléaires iraniennes pourrait affaiblir la position de négociation des États-Unis au lieu de la renforcer. Pensez-vous que les États-Unis et l'Iran pourront s'entendre sur la prolifération nucléaire? Sinon, le président Trump mettra-t-il à exécution sa menace de dévaster l'Iran? Cette dévastation inclura-t-elle l'utilisation de bombardiers furtifs B-2 pour cibler les installations nucléaires souterraines de l'Iran avec des bombes GBU-57 Bunker Buster? Si c'est le cas, quelles en seraient les conséquences? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous suivre, comme toujours.